Cela fait maintenant 4 ans que je vends des cartes Pokémon et pendant ces années-là, j'ai connu des échecs, j'ai eu aussi des réussites, mais surtout, j'ai accumulé de l'expérience. Aujourd'hui, je vais te partager tous les conseils que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai lancé mon activité d'achat-revente de cartes Pokémon. Si tu te lances à peine ou que tu souhaites professionnaliser ton activité, cette vidéo est faite pour toi. Avant de rentrer dans les détails et de te donner plein de conseils, je vais te recontextualiser un petit peu tout ça. J'ai repris ma collection il y a 4 ans lorsque j'ai retrouvé un classeur rempli de cartes anciennes dans mon garage. Deux options s'offraient à moi. Je revendais le tout et je récupérais un petit peu d'argent ou alors je reprenais ma collection là où je l'ai commencé. J'ai commencé avec environ 100 €. J'ai pris des cartes que j'avais retrouvées dans le classeur, je les ai vendues et avec cet argent-là, j'ai commencé à acheter à droite à gauche des collections pour financer justement le BlockX. Et au fur et à mesure des rachats, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que c'était possible de faire de la marge. Et au fur et à mesure des années, j'ai su me construire une belle collection et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je vis uniquement de la vente de cartes Pokémon et de mon activité de création de contenu. Tout ça pour vous dire que dans cette vidéo, vous allez avoir mon retour d'expérience et j'espère que ça va vous servir. Le conseil numéro 1 que je pourrais vous donner lorsque vous souhaitez vous lancer dans l'activité de revendeur de cartes Pokémon, c'est n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer, tout simplement. Au tout début, on a tendance à vouloir que tout soit nickel. Avoir un site internet, avoir un super beau logo designé par un graphiste, développer une stratégie de communication, faire des pubs Google. En fait, tout ça ne sert absolument à rien parce que le temps que tu vas réfléchir à toute cette stratégie, toutes les meilleures affaires vont te passer sous le nez. Ce que tu dois faire à la place, c'est dès que tu as l'idée, dès que tu as envie de te lancer dans l'activité, tu fonces, tu réfléchis pas. Tu prends un budget de départ et tu commences à acheter à droite à gauche et à tester le marché. Tu verras au début, tu vas acheter plein de trucs qui vont pas du tout se vendre et c'est normal, ça fait partie du process. Au lieu de vouloir créer un site internet ou alors confier la gestion de site internet à une agence ou je ne sais quoi, utilise plutôt les outils qui sont à ta disposition. eBay, Vinted, Car Market, ça suffit largement pour trouver de bonnes affaires, pour revendre également. Ce sont des plateformes spécialisées dans ta branche. Et en plus de ça, il y a de la place pour tout le monde. Fais-moi confiance. Et encore plus important, ne crois pas que pour faire du chiffre, il faut avoir un site internet de fou. Il y a des gens qui vivent très bien de la vente uniquement sur les plateformes comme eBay. Le deuxième conseil est très important, c'est qu'il faut que tu te spécialises dans une niche dans Pokémon. Moi, au tout début, quand je me suis lancé, je voulais tout faire. Du scellé, des cartes à unité, des cartes gradées, du français, du japonais. Ne fais surtout pas ça. À force de vouloir tout faire, tu vas t'éparpiller et brûler ta trésorerie. Et sache que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de choisir une spécialité. Tu te focuses sur le bloc Wizard, tu te focuses sur le scellé, tu te focuses sur les cartes japonaises, par exemple. Et ensuite, à force d'expérience, à force d'acheter, de revendre, tu vas devenir un vrai spécialiste de ta niche. Plus tu maîtrises ta niche, plus tu arriveras à discerner les meilleures affaires avec un seul coup d'œil. Moi, par exemple, je suis spécialisé dans les cartes anciennes. Vous l'avez vu récemment sur la chaîne YouTube pour les nouveaux arrivants sur la chaîne justement que je fais pas mal de rachats sur les cartes du BlockX notamment, Wizard et Diamant et Perle. Mais ça, je le fais depuis des années et des années. Et grâce à mes multiples achats, grâce à mes recherches, aujourd'hui, je suis devenu un expert dans ce domaine-là, les cartes anciennes. Et comme je vous l'ai dit, je sais reconnaître les bonnes affaires. Je sais si un classeur sur Vinted va être intéressant à acheter et ensuite à revendre. Je sais plus ou moins faire des offres qui seront win-win pour l'acheteur et pour le vendeur. Et si je m'étais pas spécialisé à l'époque, aujourd'hui, c'est clair, je serais un petit peu plus bon, entre guillemets, sur tous les différents blocs, mais pas excellent à un seul endroit. Vaut mieux être le boss sur une niche qu'être un petit peu bon partout. Regardez les sportifs. Vous connaissez un sportif qui est bon dans tous les sports? Non, c'est pas possible. Les sportifs, c'est comme l'achat-revente, tu te focuses à un endroit là où tu es le meilleur. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez un peu mes vidéos, mes différentes ventes, vous allez voir que j'ai très peu de récents parce que je n'y connais pas assez bien. Et ça se voit aussi dans ma collection puisque je n'ai aucune carte récente, j'ai que du vintage. Le conseil numéro 3 est très important, c'est ne cède pas à la facilité. Tout au long de ma carrière sur YouTube, j'ai eu des opportunités liées à la création de contenu, comme par exemple des gradations offertes dans plusieurs sociétés de grading. CGS Europe, TCC, SGS. J'ai également testé PCA, j'ai testé CGS France, toutes ces entreprises-là. Pourquoi je les ai testées? Parce qu'elles étaient pas loin de chez moi, parce que c'était en France, parce que c'était sécurisé, les délais étaient un peu plus rapides, les boîtiers sont jolis. Et résultat des courses, sur les 5 sociétés que je viens de citer, 4 sont fermées. Et pire, j'ai dû casser les boîtiers pour revendre les cartes à unité, tellement que ces sociétés de gradation n'avaient aucune valeur sur le marché. Résultat des courses, j'ai perdu du temps et j'ai perdu de l'argent. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de grader mes cartes uniquement chez PSA. Pourquoi PSA? Tout simplement parce que c'est le leader mondial
c'est vraiment l'une des seules sociétés qui va te permettre à toi d'avoir une plus-value sur le marché. Et justement, c'est l'occasion de parler du sponsor de cette vidéo, Graded Card Center. Si vous ne connaissez pas GCC, il s'agit d'une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir faire grader vos cartes directement chez PSA. Vous allez pouvoir stocker vos objets de collection dans un coffre-fort sécurisé et vous allez surtout pouvoir acheter et revendre des cartes directement sur une marketplace dédiée à l'application. Concrètement, comment j'utilise GCC? Plusieurs fois dans l'année, je fais une sélection de cartes que je souhaite envoyer chez PSA. Depuis le site internet gradedcardcenter.com, vous avez la possibilité de soumettre vos cartes chez PSA depuis un formulaire. Vous envoyez vos cartes chez GCC et l'entreprise va s'occuper de toute la logistique. Saisir les cartes dans la base de données PSA, envoyer vos cartes aux États-Unis chez PSA avec un transporteur qui est vraiment très fiable et qui assure des sommes monumentales. Avec ce transporteur, vous pouvez envoyer des diamants à l'autre bout du monde pour vous dire. Il s'occupe donc de la logistique, il s'occupe du contact avec PSA et surtout il s'occupe de récupérer vos cartes dans leurs locaux directement. Ensuite, à partir de ce moment-là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous décidez de laisser vos cartes directement dans le coffre-fort, soit alors il vous les envoie directement à votre domicile. Personnellement, les miennes sont dans un coffre-fort. Je vais d'ailleurs mettre à l'écran quelques petits screens pour vous montrer les magnifiques cartes que j'ai. Et ensuite, plusieurs fois par an, je décide de faire des très grosses ventes sur l'application. Et je peux vous dire que j'ai fait pas mal de très belles ventes, comme ce magnifique fenard que je vais montrer à l'écran et dont je suis très content. En PSA 8, il est parti à plus de 400 €, donc c'est une très belle somme. Je navigue aussi beaucoup sur l'application. Il y a énormément de pépites, du BlockX, du Wizard, mais aussi des cartes récentes. Et j'ai d'ailleurs pu me faire plaisir en achetant cette magnifique escouade alternative en PSA 9. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez un lien dans la description pour aller directement visiter le site internet. Et surtout, vous avez 5% de réduction avec le code ILAN@GCC pour faire grader vos cartes chez PSA. Donc n'hésitez pas, foncez. On passe maintenant au conseil numéro 4. Et ce conseil-là, je peux vous le dire, j'en suis témoin. Ne croyez pas que le scellé, c'est une mine d'or. On entend souvent, ouais, le scellé, c'est banger. Si j'ouvre une boutique et tout, je sais que je vais me gaver. Le scellé, c'est trop bien. Ça prend grave de la valeur. Non, les potes, c'est faux et c'est faux. Les marges sur le scellé sont ridicules. Une ETB que tu vas vendre au prix conseillé de 55 €, toi, en tant que professionnel, tu vas la toucher entre 38 et 42 € à peu près. Donc, c'est quoi cette marge ridicule sur une ETB? Ensuite, la concurrence est féroce depuis l'avènement des cartes Pokémon en 2021 et la grande hype, c'est bouché. Il y a énormément de boutiques qui ont ouvert leurs portes, que ce soit des boutiques physiques et des boutiques internet tout simplement. D'ailleurs, on en a vu pas mal qui ont malheureusement fermé, faute tout simplement de clients, de trésorerie ou bien les fournisseurs qui les ont laissés tomber. En parlant de fournisseurs, c'est quasiment inaccessible à part si tu as une boutique physique et qu'Asmodée, le distributeur officiel de Pokémon, te suive. Sinon, auquel cas, c'est très compliqué, faites-moi confiance. Mais bon, si tu arrives quand même à trouver plusieurs fournisseurs, sache que tes quantités seront vraiment amoindries, très faibles. Tu ne vas pas pouvoir acheter 40 displays, absolument pas. Si tu as une case de display, donc 6 displays, c'est déjà le bout du monde. Donc imagine, tu lances une boutique internet, tu commences à démarcher les fournisseurs, ils t'acceptent, pas de souci, mais tu vas avoir 3 ETB, 2 displays, une case de tripack. Une fois que tu as vendu ça, qu'est-ce que tu fais? Allez, dis-moi sincèrement, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu as vendu tout ton scellé? En fait, c'est très simple, tu vas pouvoir rien faire, tu es mort dans le film. En gros, une fois que tu as ta commande et que tu la vends, tu n'auras pas assez de produits pour continuer à vendre tous les jours. Malheureusement. Moi, je vais vous dire la vérité, le scellé, c'est rentable à 2 occasions. La première, si tu es là depuis plusieurs années, que tu as déjà des contacts avec des fournisseurs, que tu as une clientèle et que tu as pu te diversifier au fur et à mesure du temps, que tu as traversé les époques difficiles avec les séries qui se vendaient le moins et que tu as quand même acheté auprès de fournisseurs, là aujourd'hui, tu as quand même une chance de performer et de faire des ventes parce que tu sais que tu auras de la quantité, parce que tu auras la confiance de tes fournisseurs et la confiance de tes clients. Le scellé, c'est excellent si tu as une très grosse trésorerie et je vais t'expliquer pourquoi. Quoi qu'il arrive, quand tu achètes un produit Pokémon scellé, il va prendre de la valeur. On va pas se mentir, si tu regardes depuis le début de l'histoire des cartes à collectionner Pokémon, il n'y a pas un item qui a perdu de la valeur. Du coup, si tu as une trésorerie suffisante pour te payer tes charges et avoir en plus du scellé, c'est jackpot. Pourquoi? Parce que le scellé, au lieu de le vendre maintenant, tu vas pouvoir le stocker et le ressortir au fur et à mesure des années à des prix qui sont, on va dire, un peu plus élevés, à des prix qui avoisinent la cote, tout simplement. Alors oui, je te préviens, tu vas te faire traiter de scalper, d'escroc et de tous les termes négatifs possibles. Et ce n'est pas vraiment très grave. En général, les gens qui vont t'insulter en disant que tu es un scalper parce que tu es une boutique et que tu gardes un peu de stock, c'est des gens qui n'ont pas la hauteur suffisante pour comprendre ce que c'est d'être entrepreneur dans les cartes Pokémon. En fait, ils ne savent pas tous les enjeux
qu'il y a sur ce marché-là. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans un débat, de commencer à vouloir te justifier et parler avec ces gens. Tant qu'ils ne sont pas dans ta situation, c'est mort, tu ne pourras rien leur expliquer. En ce qui me concerne, de par mon expérience, j'ai fait du scellé, j'ai fait du box break, j'ai fait des cartes à l'unité. Et aujourd'hui, j'en fais encore un petit peu du scellé. Parfois, vous allez me voir en vendre, vous allez me voir aussi faire du box break. Mais je ne vais pas vous mentir, les marges sont vraiment très faibles. Beaucoup de personnes pensent à tort que parce que tu es un créateur de contenu ou alors que tu as un peu de stock, que ton booster, tu vas le faire partir à 12, 15 euros. Alors que la réalité, c'est qu'il va partir à peut-être 8, 9 euros. Mais si tu enlèves tous les frais et tout ça, c'est comme si tu vendais ton booster à 6,50 euros, 7 euros, le prix conseillé en magasin. Et quand tu es professionnel, c'est absolument pas rentable parce que tu n'as pas énormément de stock. Si j'avais 4000 boosters et que je les vendais 7 euros, 8 euros, bon, je m'en fous, je fais la marge sur le volume. Mais quand tu en as 30, 50, 60, ça sert à rien. Donc pour moi, vraiment, le box break, le scellé, je trouve pas ça vraiment très intéressant, surtout quand tu te lances. Après, il y a plein de professionnels qui arrivent à en vivre et je suis très content pour eux. Mais moi, à mon niveau, je vous le conseille pas, surtout si vous commencez. Autre conseil qui est extrêmement important, il ne faut absolument pas sous-estimer les réseaux sociaux. Je vous le dis sincèrement, si je devais recommencer à zéro, sans aucun contact, sans budget, sans aide, sans rien du tout, je miserais tout sur le format court et en particulier TikTok. Alors oui, bien sûr, tu peux gagner ta vie, tu peux vendre en n'étant pas connu, mais avoir une communauté derrière toi, avoir cette visibilité-là, partager ton savoir, partager ton quotidien, ça plaît énormément. Ça peut faire un énorme boom dans ton business. Je vous dis ce qu'il faut faire, c'est gratuit. Tu te lances dans l'achat-revente, tu prends TikTok et tu documentes tes achats. Tu vas en brocante, tu filmes, tu dis « Oh, j'ai trouvé cette carte, je l'ai payée 3 euros. Ce soir, je vais tenter de la revendre sur Vinted. Allez, on va la mettre en ligne. » Tu montes le process. Si tu fais de l'achat en main propre, tu te filmes en allant directement voir la personne. Tu montes ta négociation. Tu dis voilà, tu veux acheter ça 300. Ah non, moi je veux le vendre uniquement 450. Bon, vas-y, on se trouve un accord à 375. Ok, tu serres la main, bim, tu fais un TikTok. Ça, vous n'imaginez pas à quel point c'est puissant, les potes. Là, je vous ai donné un conseil clé en main pour vous lancer. Je vous le dis, n'oubliez pas les réseaux sociaux. Si je devais retourner en arrière, j'aurais beaucoup plus focus sur TikTok. Je suis arrivé trop tard sur cette plateforme. Pour moi, c'était un truc de jeune, je comprenais absolument rien. Et bien aujourd'hui, je regrette parce que je sais que TikTok aurait bien pu me faire propulser, notamment également sur YouTube. Il y a plein de personnes qui ont percé sur TikTok, qui se sont lancées sur YouTube et la communauté a suivi. Donc vraiment, ne sous-estimez pas les réseaux sociaux et surtout TikTok. Et je vais vous donner un exemple concret. Je ne sais pas si vous connaissez le YouTuber qui s'appelle SwaveKicks. C'est quelqu'un qui vend des sneakers, donc des baskets. C'est un marché qui s'est tout simplement effondré. Pourtant, cette personne-là a réussi à performer. Il a une boutique physique, il fait de l'achat-revente et je pense que, on va dire, son succès est étroitement lié aux réseaux sociaux puisqu'il a une chaîne YouTube qui fonctionne très bien. Il stream également. Donc voilà, même dans un marché qui est complètement, on va dire, à l'abandon, tu vois, parce que les sneakers, j'ai connu, c'est la grande époque. Là, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Eh bien, cette personne-là a su percer. C'est grâce aux réseaux sociaux. Conseil numéro 6, optimise ta façon de travailler et surtout, sois professionnel. Il faut absolument que tu mettes toutes tes chances de côté pour optimiser ton temps. Par exemple, tu fais des ventes régulièrement. Achète des produits en gros, des enveloppes, des top loaders, des pochons, des sleeves, achète beaucoup, histoire que tu ne sois jamais à court. Parce que je peux te le dire, quand tu as des commandes à traiter et que tu cherches une moindre enveloppe qui serait tombée derrière un placard, tu es dégoûté. Alors que si tu as des cartons remplis d'enveloppes, tu sais que tu seras toujours tranquille. Si tu as besoin de prendre des photos pour vendre tes cartes, s'il te plaît, prends une salve de photos. Fais pas 3 photos le lundi, 6 le mardi, 4 le jeudi. Non, tu prends 50 photos par jour. Comme ça, tu es tranquille, tu en fais 50, ensuite tu prépares tes annonces. Dans 3 jours, tu en refais 50, ça va te faire gagner un temps fou, fais-moi confiance. Fais tes envois 1 à 2 fois par semaine. Ce n'est pas parce que tu as vendu une carte aujourd'hui que tu dois l'emballer et l'amener à la poste directement. Parce que si tu fais ça, tous les jours, tu vas faire des allers-retours, tu vas cramer de l'essence et tu vas perdre du temps. Privilégie plutôt d'y aller de manière ponctuelle, 1 à 2 fois par semaine, par exemple le lundi et le vendredi, ce qui va te permettre de optimiser ton temps. Ensuite, si tu déposes tes cartes à la poste, prends la carte pro, c'est gratuit et ça va te permettre de passer directement devant tout le monde. Parce que moi, j'ai connu les expériences où j'arrivais avec des sacs remplis d'enveloppes à bulles et que je devais attendre la queue pendant une demi-heure parce que la personne qui était devant accaparait le conseiller.
Maintenant, c'est terminé. Je vais directement chez la poste professionnelle. Je passe devant tout le monde parce que je suis pro là-bas. J'ai même une boîte postale. Ça aussi, c'est très important. Si vous commencez à vendre sur Internet, je vous invite à cacher votre adresse. Prenez plutôt une boîte postale. Ça vaut 120 € l'année. Ça va vous permettre de garder une certaine confidentialité. Mais vraiment, ne sous-estimez pas ça, la carte pro, ou alors directement aller dans des postes spécialisés pour les professionnels. Privilégie des cartons et des enveloppes de qualité. Tu peux en acheter en gros sur Internet. C'est très facile. Tu as juste à aller sur Amazon au pire des cas. On ne dirait pas comme ça, mais ça a son importance. Ça montre ton côté professionnel. Également, renseigne le client, réponds aux messages, exprime-toi bien. C'est très important. C'est des détails qui ont leur importance parce qu'un client qui est satisfait, c'est un client qui va revenir. Et fidéliser un client, je peux te dire que c'est pas simple et c'est très important. Autre conseil, sois carré avec la législation. Ça, c'est très important. Alors bien sûr, tu peux très bien commencer une activité d'achat-revente de cartes Pokémon ou même autre en étant particulier, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, mon frérot, tu vas atteindre tout simplement le palier fatidique et il va falloir que tu crées un statut. Tu commences par une auto-entreprise, c'est très simple, tu le fais sur Internet, ça prend vraiment 1 heure. Tu as 85 000 € de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Après, si tu peux le dépasser, mais tu seras soumis à la TVA, mais 85 000, c'est déjà pas mal. C'est simple, rapide, tu pourras vendre sans stress. Il y a quelques petites contraintes, comme par exemple tenir un livre des achats, mais très sincèrement, c'est pas sorcier. Je vous laisserai quand même vous renseigner sur Internet pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, mais vraiment, c'est easy money. Et moi, de mon expérience, j'ai vendu pendant longtemps en tant que particulier et je me suis fait défoncer par les impôts, les gars. Je peux vous dire, je me rappelle toujours. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait rentrer vraiment dans le moule, hein, j'ai envie de dire, et payer ses cotisations sociales. Vraiment, faites-moi confiance. Je vous jure, c'est pas beaucoup. Vaut mieux payer et être tranquille. Moi, personnellement, toutes mes ventes sont déclarées. Tous les mois, j'ai un logiciel de comptabilité qui va tout simplement calculer mon chiffre d'affaires, calculer mes cotisations. Au moins, je suis carré, j'ai aucun problème et je peux vendre de manière sereine. Également, si tu es en auto-entreprise, essaye de conserver ce statut le plus longtemps possible, tout simplement parce que tu vas pouvoir te payer comme tu le souhaites. En auto-entreprise, par exemple, tu vas faire 20 000 € de chiffre d'affaires en février. Tu peux prendre les 20 000, tu te les verses sur ton compte bancaire et tu les mets de côté. Tu es tranquille. Parce que tu n'es pas soumis à plusieurs réglementations qui sont très compliquées quand tu es en société. Hein. Quand tu es en société, tu dois te verser un salaire avec une fiche de paye, tu as des cotisations. En auto-entreprise, en fait, c'est toi en fait qui vends. Une société, dès lors que tu l'as créée, elle t'appartient, mais c'est une personne. Tu vois, c'est une personne morale. C'est autre chose, ok? Donc là, en auto-entreprise, bah, tu peux te payer comme tu veux. Donc, admettons, je sais pas moi, tu gagnes 20 000 €, tu veux t'acheter une voiture cash, bah, tu peux, tu vois. Bon, ne faites pas ça, ok, mais je vous donne des exemples. Quand tu es en auto-entreprise, tu as cette liberté-là. Donc, moi, je vous conseille de la garder au maximum, de mettre de l'argent de côté en étant en auto-entreprise. Et puis, quand votre business commence à vraiment bien tourner, que vous voyez que vous allez dépasser les seuils, que vous avez un petit peu d'argent de côté au cas où, là, vous pouvez lancer votre société. Je vous conseille de faire comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Autre conseil que j'ai appris avec le temps, ce n'est pas parce qu'une carte se vend tel prix sur une plateforme que c'est son prix réel. On voit trop de gens dire « Ouais, mais j'ai vu cette carte partir sur eBay à 400 €, donc moi, je vends la mienne 450 ». Non, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'une carte se vend 400 € qu'elle vaut 400 €. Il y a des personnes qui sont peut-être fans de Aspico, tu vois, et qui se sont dit « Vas-y, je vais acheter cet Aspico parce qu'il me manque dans la collection, je vais le mettre 20 € dessus », alors que la réalité, elle vaut 4,50 €, tu vois. Donc, ne faites pas cet amalgame-là. Ce n'est pas parce qu'une carte se vend tel prix sur telle plateforme que c'est son prix réel. Pour calculer un prix, moi, ce que je ferais à votre place, c'est que je prendrais, bon, c'est très long, mais tu prends les 10 dernières ventes et tu fais une moyenne de prix plus ou moins. Ensuite, tu vas aussi voir les cartes qui sont en vente, pas celles qui sont vendues, celles qui sont en vente, pour voir un petit peu la tendance. Tu regardes un peu sur toutes les plateformes. C'est très important de faire ça parce qu'on peut vite se dire « Oh, incroyable, mon Aspico, il vaut 200 €, c'est juste fou ». Alors que pas du tout. Autre conseil, t'es professionnel, tu te lances pour gagner ta vie en faisant de l'achat-revente. Il faut que tu sois un requin, mon gars. Il faut que tu sois un requin. Il n'y a pas de « Oh, mais je peux pas lui faire telle offre parce que vraiment c'est bas et tout ». Non, tu es là pour faire du bénéfice. Moi, combien de fois j'ai acheté des collections et en fait, la personne qui proposait ces collections avait un prix très élevé. J'ai un peu négocié, mais j'ai pas négocié assez suffisamment. Et au final, j'ai perdu de l'argent sur ces opérations-là. En fait, non. J'ai compris maintenant. Quelqu'un te contacte pour vendre une collection, il faut que le prix soit bien sûr win-win, mais il faut que toi aussi, tu sois gagnant. Quand tu fais de l'achat-revente, tu ne peux pas te permettre de faire 20% de marge. Il faut que tu fasses au moins un x2. Pourquoi un x2? Parce que les gens oublient très sincèrement. Moi, mon cœur de métier, c'est racheter des collections. Ok? Donc, quand je te rachète une collection,
La personne qui vend, elle doit prendre conscience que l'acheteur va mettre un prix sur le tout. Si toi, ton but en tant que vendeur, c'est d'avoir une collection de 400 cartes, d'additionner le prix de chaque carte pour vendre le lot au prix de la cote, ça sert à rien. Moi, mon travail, c'est de racheter des grandes collections pour les vendre à l'unité. Donc, prendre des photos, faire des annonces, etc. Vous imaginez bien que ça, c'est du temps que je mobilise. Donc, c'est du temps que je dois justement rentabiliser. C'est pour ça que quand tu rachètes des collections, il faut que tu sois bon dans la négociation et il faut au moins que tu privilégies un x2. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu vas te lancer, il n'y aura pas forcément de très belles affaires. Tu vas pas d'un seul coup d'œil voir les meilleures affaires, te dire que tu pourras faire un x2. C'est sûr, au début, tu commences, tu tâtonnes, tu vas acheter des collections, tu vas pas gagner énormément, etc., etc. Mais ça vient avec le temps. Mais vraiment, avec l'expérience, moi, je vous conseille, il faut que vous soyez bon en négociation. Parce que si tu commences à investir la moitié, voire 3 cartes à trésorerie sur une collection, que tu vas mettre du temps à vendre, que tu vas mobiliser du temps, pour qu'au final, tu ne sois pas rentable, il faut que vous soyez pas un requin. J'exagère un peu, tu vois, faut pas que vous tordez la personne qui veut vendre. Mais il faut aussi leur faire comprendre que vous êtes là pour gagner votre vie, c'est votre métier. Il y a plein de gens qui me DM en me disant « Ouais, ça te dit, je te vends ça au prix de la cote. » Mais non, pas du tout. Moi, si je rachète pour revendre, je paye en dessous du prix du marché. Par contre, si j'achète pour ma collection, là, je paye le prix du marché, c'est pas un souci. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Faut arrêter de dire que dans Pokémon, les mecs, c'est des arnaqueurs parce qu'ils rachètent des collections pas trop chères. Non, c'est le milieu, c'est le marché, c'est comme ça que ça se passe. C'est des conseils que j'aurais aimé obtenir au moment où je me suis lancé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Et puis, on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!